à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro du Buzz TV. Salut Mathilde. Salut Damien. Allez, aujourd'hui nous accueillons sur ce plateau un amateur, un animateur même connu pour recoller les morceaux d'une famille qui s'est éparpillée façon puzzle dans Y'a que la vérité qui compte. Même s'il fait étape sur ce plateau aujourd'hui, eh bien c'est parce qu'il a décidé de crier haut et fort que dans le silence il y a de l'espérance, il y a de l'excellence, mais aussi il y a de l'abondance. Bonjour Pascal Bataille. C'est joliment dit, merci Damien. Ouais, et je parle pas du fromage, hein, attention, ça ne sent pas mauvais le silence. Un petit traité du silence, donc c'est le titre du livre que vous sortez ce mois-ci, c'est aux éditions Guitry et Daniel. C'est un livre sur lequel vous dissertez, c'est vrai, sur le silence, mais alors c'est pas du tout ennuyant, hein. Franchement on s'endort pas quand on lit ce livre, c'est vraiment passionnant. Vous parlez de ses bienfaits, mais vous parlez également de ses méfaits, on va y revenir. Simplement, je ne vous savais pas silencologue, pour être très honnête avec vous, je ne vous attendais pas sur ce segment-là. Je crois que pas grand monde m'attendait effectivement, oui, Damien, sur ce sujet. Ce livre, et pourtant je suis silencologue, comme vous dites, depuis de longues années. C'est un sujet qui me passionne depuis très longtemps, et pour plein de raisons, sur lesquelles on reviendra peut-être. Et ouais, effectivement, bon, moi j'ai fait des longues études de philo. La philo, c'est un sujet qui m'a accompagné, même si c'était pas forcément là-dessus qu'on me voyait à la télévision, mais qui m'accompagne dans ma vie depuis toujours. Et en fait, il s'agit d'une collection chez Guitry et Daniel, des petits traités qui abordent à chaque fois des notions vachement intéressantes et un peu oubliées dans nos modes de vie. La lenteur, par exemple, la mort, c'est-à-dire des sujets qui nous angoissent ou qu'on ne sait plus comment gérer. Et la lenteur comme le silence, c'est des choses qui peuvent être très vertueuses, très bénéfiques. Et donc, le directeur de cette collection, qui est un ami philosophe, Mathias Leboeuf, m'a proposé d'écrire sur un sujet. Et je lui ai dit, moi, il y a un sujet qui me passionne, c'est le silence. Alors, pourquoi le silence? Parce que d'abord, je trouve qu'on oublie beaucoup trop dans nos modes de vie, dans notre société, alors qu'il y a plein de vertus au silence. Et puis ensuite, moi, je ne le connais plus, le silence, depuis 30 ans, plus de 30 ans, parce que j'ai un problème, comme beaucoup de nos téléspectateurs. Depuis avril 93. Hein, voilà, depuis avril 93, d'acouphènes, c'est-à-dire des bruits en permanence, et que ça m'a toujours frustré l'idée de ne plus jamais connaître le vrai, le beau silence. Et du coup, ça m'a poussé depuis de longues années à travailler dessus et à aller le chercher dans d'autres, dans la contemplation, dans l'art, dans la musique, etc. On en reparlera, parce que la musique ne serait rien sans le silence qu'il y a entre les notes. C'est pas moi qui le dis, c'est Mozart, donc belle référence. Belle référence, absolument. Alors soyons clairs, est-ce que ce livre finalement c'est un plaidoyer pour qu'on se taise davantage? Oui, c'est un plaidoyer, ou en tout cas pour qu'on retienne sa parole. Le proverbe qui est en exergue du livre, qui est un magnifique proverbe arabe qui dit: si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, alors tais-toi. Voilà, ça me semble bien résumé. Ce que plus trivialement, plus populairement, on en appelle tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler, qu'on a un peu trop oublié aujourd'hui. C'est vrai que je plaide pour que dans tous les aspects de notre vie, on essaie peut-être de temps en temps d'être plus dans l'écoute, plus dans le pas de côté, et un peu moins dans la réaction immédiate, dans ce côté instantané. Qui est de plus en plus la façon dont on vit, dont on nous oblige un peu à vivre. Les chaînes d'infos en sont un exemple. Absolument. Et voilà. Donc voilà, mais je prétends absolument pas donner des leçons à quiconque. C'est juste, j'ouvre des pistes pour à chacun de réfléchir, pour voir ce que ça lui inspire. Et moi, j'essaie de me l'appliquer à moi-même depuis quelque temps, parce que j'ai été le premier fautif à trop parler, y compris parfois quand vous m'avez invité où j'ai dit des bêtises. Si, ça m'est arrivé. Vous êtes d'une honnêteté incroyable. Oui, nous, on adore. Mais parfois peut-être un peu trop, justement, un peu trop rapide dans mes jugements, et il y a des choses que je regrette, et voilà, en tout cas j'essaie de me l'appliquer à moi-même en premier. En tout cas, 50 nuances de silence, hein, ça pourrait être aussi le titre de ce livre. C'est ce que vous nous proposez, on va en parler dans quelques instants, mais ce sera juste après les news médias présentées aujourd'hui par Mathilde Sefer. Allez, on commence ces infos médias avec le retour à la radio de Sébastien Coé. Oui, alors l'animateur était de retour sur les ondes ce lundi matin dès 7h, après quasiment 2 ans d'absence. Il a repris en fait les commandes de la matinale d'Europe 2 après le départ de Benjamin Castaldi, faute d'audience satisfaisante. Mais ce n'était pas un retour vraiment comme les autres pour Coé. En novembre 2023, il avait été écarté en fait d'énergie à la suite de plaintes pour viol et agression sexuelle. Il était ainsi placé sous contrôle judiciaire et avait pour interdiction d'exercer son métier d'animateur. Et alors le 12 juillet dernier, la justice l'a finalement autorisé à reprendre son activité avec une condition: aucun public en studio ni en plateau de télévision. Et alors malgré ces actualités, l'animateur n'a rien perdu de son humour. Imitation, parodie, vannes en tout genre. Les fans de l'animateur retrouveront tous les ingrédients qui ont fait le succès de Coé.
Alors vous connaissez bien évidemment Sébastien Coé puisque vous avez produit avec Laurent Fontaine la méthode Coé à l'époque sur TF1, émission mythique sur la Une qui a fait les belles heures de cette chaîne. Il a fait aussi partie, et ça c'est un autre point commun que vous avez avec lui, il a fait partie de cette chaîne C8 qui n'existe plus aujourd'hui. Il a fait partie lui de la bande de Cyril Hanouna. Vous connaissez cette chaîne puisque vous avez relancé avec votre complice Laurent Fontaine Y'a que la vérité qui compte, qui a cartonné d'ailleurs sur cette chaîne dont les rediffusions sont toujours sur C-Star me semble-t-il aujourd'hui. Absolument. Et on a appris, à la grande surprise générale, que Cyril Hanouna potentiellement lorgnait sur l'élection présidentielle de 2027. Il annonce ça dans Valeurs Actuelles. Alors on n'a pas encore exactement les tenants et les aboutissants puisque le contenu de ce magazine n'a pas été dévoilé. Mais c'est une bonne ou une mauvaise idée pour la France selon vous ? Écoutez, déjà, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée pour Cyril Hanouna lui-même? C'est la première question qu'on peut se poser. Je ne sais pas. Je pense que lui, s'il le dit, c'est qu'il y croit. S'il pense que c'est bien pour lui. Je ne suis pas convaincu que la France ait besoin de Cyril Hanouna comme président de la République. Oui. Voilà. C'est un formidable animateur. C'est un formidable animateur. Et il va avoir sur W9 la possibilité à nouveau, et ce qui est une bonne chose, d'exprimer son talent. Voilà. Je ne suis pas sûr que ce soit le destin de la France soit d'avoir Cyril comme président de la République. On va en parler un peu plus tard dans cette interview, mais il y a que la vérité qui compte sera retrouvée aussi sur W9 dans quelques mois. Est-ce que ça veut dire que vous pourriez potentiellement rejoindre la bande de Cyril Hanouna à un moment donné avec Laurent Fontaine? Il n'en a pas été question pour l'instant. On est très content de rejoindre le groupe M6 pour lequel on n'a jamais travaillé. On avait travaillé à peu près pour tous les groupes avec Laurent, mais jamais pour le groupe M6. Sur W9, on va retrouver ce créneau du jeudi soir qui était le nôtre sur C8 et où les gens viennent nous chercher en ce moment sur C-Star. Donc voilà, le rendez-vous est là et on va avoir une belle locomotive a priori avec la nouvelle version de TPMP et Cyril Hanouna. Mais voilà, moi vous savez, je vis au Cap Ferret et j'ai pas envie de rentrer plus que ça dans le monde de la télévision et de devenir chroniqueur chez quiconque, que ce soit Cyril ou quelqu'un d'autre. Quand on a le soleil du Cap Ferret, effectivement, c'est un bon argument pour mettre peut-être un peu la télévision entre parenthèses de temps en temps. Allez, on poursuit ces infos médias avec les confidences de Gérard Darmon sur la mort de son père. Oui, alors l'acteur était invité de Laurent Delahousse dans l'entretien du 20h30 le dimanche sur France 2. Et alors, au-delà de ses débuts et de ses grands rôles, Gérard Darmon est revenu sur la disparition de celui qui était un véritable exemple pour lui, son père. Atteint d'un cancer des poumons, il avait demandé à son fils de l'aider à mourir. Mon père a trouvé un médecin parce qu'il avait peur de mourir étouffé, a-t-il expliqué, avant de préciser qu'il a été dans l'obligation de tenir sa parole le jour venu et de soutenir son père dans sa volonté d'euthanasie. Je cite, il m'a dit dans les yeux que c'était le moment. Alors j'ai appelé le médecin, il nous a aidé à faire que mon père soit parti dans les circonstances qu'il désirait. La fin de vie, c'est un sujet qui revient régulièrement sur le devant de la scène. Et vous parlez dans ce livre du silence de la mort. Ça, c'est un chapitre extrêmement intéressant. Quand un être trépasse, c'est vrai que il est à jamais condamné au silence. D'où effectivement cette référence que vous faites dans ce livre. Et ceux qui restent sont aussi condamnés à son silence. Exactement. Et généralement, on se recueille. On est aussi d'une certaine manière astreint au silence. On n'a jamais les mots, ce qui aussi nous conduit vers une sorte de silence. Est-ce que ce n'est pas la raison aussi pour laquelle le silence nous angoisse tant? Parce que justement, ça nous rappelle d'une certaine manière le silence éternel qu'est la mort. Oui, je pense que dans les choses qui nous angoissent par rapport au silence, il y a cette peur du vide et la mort, c'est le vide, c'est l'inconnu, sauf pour ceux qui sont profondément croyants et profondément investis de l'idée qu'il va y avoir une vie éternelle. Mais pour les autres, c'est cet inconnu, ce trou noir. Bon. Et le silence, c'est un peu ça aussi. Si on ne sait pas le faire vivre et l'écouter, eh bien ça peut être terriblement angoissant. Alors moi j'essaie dans le livre de montrer qu'il y a plein de choses à entendre et à écouter dans le silence. Et si je peux dire un mot sur la fin de vie, parce que ça me semble extrêmement important, et le témoignage de Gérard Darmon était très magnifique, je pense qu'il faut vraiment légiférer sur ce dossier. Vous savez que moi je suis très impliqué dans la recherche sur la maladie de Charcot, qui est aujourd'hui une maladie incurable, une maladie qu'on ne sait pas soigner et dont les gens ont un pronostic d'espérance de vie de 3 à 5 ans, donc ça veut dire qu'on leur dit vous allez mourir, et vous allez mourir dans des conditions terribles parce que effectivement vous allez mourir étouffé puisque les muscles respiratoires n'agiront plus. Et pour des personnes qui sont comme ça condamnées, alors j'espère moi qu'on va trouver au plus vite, et il faut donner pour la recherche, pour Charcot, un remède, mais pour les gens qui sont comme ça condamnés, il faut leur laisser absolument le choix du moment, enfin je veux dire de quel droit on veut
on veut empêcher quelqu'un de choisir le moment de son décès, c'est pas possible. Alors, il faut avancer là-dessus. Il y a un autre son de cloche aussi qui consiste à dire, est-ce qu'il ne faut pas développer les unités de soins palliatifs qui permettraient aussi à ces gens de mourir dans la dignité, quelque part, de ne pas mourir en tout cas dans la souffrance. Complètement. Alors évidemment que les soins palliatifs sont essentiels, mais souvent l'issue du soin palliatif, c'est l'endormissement définitif, c'est la sédation profonde. La sédation profonde. Ouais. Voilà, je pense qu'il faut passer le tabou là-dessus, passer au-delà du tabou. Alors oui, il peut y avoir des excès, des abus, mais ça, je pense que ça peut se contrôler. Mais combien de personnes encore aujourd'hui sont obligées de partir à l'étranger pour choisir le moment où ils vont arrêter leur souffrance, et je pense que c'est pas décent de continuer comme ça. C'est un débat qui sera évidemment au Parlement dans les prochains mois. On termine avec le chiffre du jour, vous avez choisi le 20. Oui, alors c'est le nombre de bougies que souffle cette année l'émission Rendez-vous en Terre Inconnue. Et alors pour célébrer cet anniversaire, le créateur du programme, Frédéric Lopez, aujourd'hui producteur, a accepté de repartir à l'aventure 6 ans après avoir accroché. Alors il s'est envolé au Kenya à la découverte du peuple des Turkana avec le chanteur Kenji Girac. Alors leurs aventures sont à retrouver ce soir sur France 2. Et alors le film, entre rire et larmes, sera suivi d'un moment en plateau avec les diverses figures marquantes de l'émission, mais également sa successeur à la présentation, Laurie Tillman, qui reprend donc la présentation après le départ de Raphaël de Casabianca. Alors c'est vrai que le silence est une espèce en voie de disparition à la télévision. Il y en a de moins en moins, et pourtant on se rend compte, et on en a parlé tout à l'heure en loge, qu'il y a des émissions qui cultivaient ce silence. Qui veut gagner des millions, par exemple, avec Jean-Pierre Foucault. On a également une émission telle que celle que vous venez de citer, Rendez-vous en Terre Inconnue, où les silences sont très importants. Et le point commun de ces émissions que je viens de citer, c'est qu'elles fonctionnent bien à la télévision. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'en éradiquant le silence, on a fait un peu fausse route ? Je pense qu'on fait fausse route en ayant peur à la télévision. En radio, c'est plus compliqué, évidemment, puisqu'on n'a que le son pour exister. Mais même en radio, les silences pas trop longs peuvent être très beaux et laisser résonner des choses fantastiques qui se sont dites ou qui vont être dites. Et en télévision, oui, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de la pause. Oui, il ne faut pas avoir peur d'un moment où les regards jouent leur rôle, une émotion, un physique, quelque chose, une gestuelle, un langage corporel, et on n'est pas obligé de tout exprimer par la parole. Vous voyez, il fallait que vous veniez sur ce plateau pour nous parler du silence, pour qu'on entende un marteau-piqueur dans ce studio. Vous ne l'entendez pas, mais nous on l'entend un petit peu bourdonner dans notre oreille. En tout cas, c'est passionnant. C'est aux éditions Guy Trédaniel, et on en parle tout de suite dans l'émission du Buzz TV. Alors, le petit traité du silence, donc c'est aux éditions Guy Trédaniel. Alors franchement, chaque passage de ce livre est un véritable bijou. Il en est même d'ailleurs parfois perturbant, car vous nous stimulez cette faculté d'entendre, en tout cas cette faculté d'entendre le silence qu'on a parfois mis entre parenthèses, surtout quand on travaille dans les médias, et que c'est un chapitre qui nous a particulièrement marqué. C'est ce chapitre que vous consacrez au silence médiatique, vous savez, aux chaînes d'information en continu. C'est l'abolition du silence dont on parlait à l'instant. Est-ce que plus que jamais, les chaînes de télé, les stations de radio, l'espace médiatique a aboli le silence ? Oui, je pense, plus que jamais, notamment, effectivement, comme vous le disiez, avec cette surabondance des chaînes d'infos. Je dis surabondance parce que j'ai découvert en travaillant ce sujet que la France était le pays au monde qui avait le plus de chaînes d'infos, plus encore que les États-Unis. Et les chaînes d'infos qui sont parfois d'ailleurs plus des chaînes d'opinion pour certaines que des chaînes d'infos, ce qui n'est pas un jugement s'ils ne les discréditent pas, c'est très bien qu'il y ait des chaînes d'opinion. Et donc j'ai travaillé là-dessus parce que ce livre, ça a été aussi beaucoup de recherche, beaucoup de documentation, et effectivement j'ai travaillé sur ce concept d'infobésité. Infobésité, contraction d'information et d'obésité, qui a été développé par des sociologues de renom, et Edgar Morin lui parle du nuage informationnel, mais en fait ça décrit la même chose, c'est-à-dire qu'on est dans un flux tellement permanent et tellement important en même temps, tellement conséquent qu'on n'arrive plus finalement à serrer l'important du futile, l'urgent du moins urgent, le vrai du faux même, malgré, et ça c'est une bonne tendance, cette vague du fact-checking qui est très intéressante, heureusement. Mais bon, alors avec en plus l'intelligence artificielle qui vient se mêler de tout ça, et j'ai l'impression effectivement
effectivement, et je ne suis pas le seul à le dire, et des gens beaucoup plus savants et intéressants que moi l'ont dit, que ce surcroît d'informations qui nous donne l'impression qu'on est omniscient et qu'on sait tout, surtout à chaque instant, en fait, au contraire, fait qu'on est beaucoup moins en mesure de réfléchir et d'analyser et de comprendre. Voilà. Et même peut-être d'apprendre. Parce que pour apprendre, il faut être silencieux. C'est-à-dire, si vous voulez apprendre quelque chose, il faut d'abord se taire pour vous laisser, vous, Damien, ou vous, Mathilde, me dire quelque chose. Si moi, je suis en train de parler en permanence ce que je suis en train de faire parce que vous m'interviewez, mais je n'apprends rien de vous. Là, c'est votre job aujourd'hui. Voilà. Alors, selon vous, quelles sont les personnalités médiatiques les plus bruyantes? Mathilde, vous voulez du buzz? Vous citez un nom d'ailleurs, il se prend des balles dans votre... Non, mais alors, si vous regardez, dans ce livre, il y a une page entière qui est consacrée à tous les gens. Voilà, c'est le livre, il est dédié à Donald T, Emmanuel M, Elon M, Marc Z, Eric Z, Bernard-Henri H, etc., etc. Il se finit par « et avant tout à moi-même », parce que évidemment je me mets dans le lot, vos gueules les mouettes. Voilà. Vos gueules les mouettes, qui est une façon de dire parlons un peu moins, réfléchissons un peu plus. Alors des personnalités très bruyantes, il y en a plein. Cyril Hanouna est une personnalité très bruyante, bien sûr. Mais mon ami Pascal Praud, chez qui j'ai été invité il y a quelques jours de ça, est une personnalité bruyante. Quand je dis bruyante, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut les faire taire. Mais ça fait beaucoup de bruit, tous ces médias, toutes ces émissions, etc. Et parfois, ce bruit, il mériterait qu'on mette à côté un peu de silence. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut du tout éliminer et que ces gens-là sont nocifs, c'est pas ce que je veux dire. Mais il faut voilà, c'est pas forcément de l'information. Ce bruit-là n'est pas forcément de l'information. Il ne faut pas confondre. Et est-ce que justement ce bruit, c'est pas aussi quelque part une arme de résistance contre les parangons du politiquement correct qui veulent réduire certains au silence? Oui, alors ça aussi c'est un chapitre important. C'est le chapitre sur la liberté d'expression, parce qu'effectivement le silence, il peut être une obligation. Il peut être s'il est choisi, c'est une bonne chose. Si on vous oblige au silence, effectivement, c'est de la censure. Et je fais un chapitre sur les dangers du politiquement correct, qui en soi part d'une bonne initiative, évidemment, défendre les minorités, etc., mais qui devient finalement une forme de censure, une forme de prêt-à-penser, de prêt-à-parler, qui limite de plus en plus, évidemment, non seulement la liberté d'expression, mais la liberté de penser et notre capacité à imaginer d'autres choses que ce qu'on nous propose. Et bien justement, on va faire quelque chose qui n'a peut-être jamais été fait en télévision. On ne sait pas, il faudra revérifier. En attendant, on va faire ce que vous nous invitez à faire dans ce livre, c'est-à-dire respecter un petit peu le silence. C'est long, 1 minute, hein. C'est long, 1 minute, c'est beau, 1 minute, et bravo d'avoir fait ça, parce qu'effectivement, vous avez vu, c'est angoissant, et c'est angoissant parce qu'on n'a pas l'habitude, en fait, tout simplement, et qu'on ne sait plus faire ça, et puis qu'il faut aussi que ça ait du sens, mais aujourd'hui, ça en avait, puisque... Et alors, il y a un chapitre qui est une page blanche dans ce livre. C'est vrai. J'ai un chapitre où je dis savourer le silence, et en fait, c'est une double page blanche où je fais une pause comme ça dans
dans le livre. Mais effectivement, cette minute de silence que vous venez d'observer, je suis curieux de voir dans le replay que je regarderai et volontiers comment ça résonne et comment on avait nos regards, on avait voilà. Et alors en même temps, le silence absolu, il est terrible. Vous savez, Microsoft a créé vous avez sans doute vu ça, un caisson totalement isolé phoniquement, et dans ce caisson, il y a une sorte de défi qui est d'arriver à rester 1 heure, mais c'est un silence absolu, c'est-à-dire que vous entendez vos organes, vous entendez le battement de votre cœur, évidemment, le sang, etc. Et c'est extrêmement angoissant, et personne pour l'instant n'a réussi, malgré les 5 millions de dollars qui sont promis aux gagnants, à tenir 1 heure. Les gens s'en vont au bout de quelques minutes. Voilà. Oui, le silence peut être un peu angoissant. Parfois, il est consacré effectivement aussi à la religion. Vous en faites aussi une partie dans ce livre, et ça tombe bien que vous consacriez une partie de ce livre aussi à la spiritualité, car hier nous recevions à votre place sur ce plateau la rédactrice en chef actualité de la chaîne KTO, Honorine Grasset. Elle avait une question à vous poser. Je vous propose de la découvrir. Bonjour Pascal, vous avez annoncé il y a quelques mois être atteint d'un cancer. Je voulais d'abord vous transmettre tous mes vœux de rétablissement, de courage aussi dans cette épreuve de la maladie. Je voulais savoir, au cœur de cette épreuve, est-ce que la spiritualité, une quelconque foi, avait pu être une aide pour vous ? C'est une bonne question. Est-ce que vous êtes raccroché à ça à un moment donné? Je me suis, alors pas à la fois, mais je me suis, raccroché à la spiritualité. C'est le moment où j'ai écrit ce livre qui était commandé avant. En fait, le contrat avec l'éditeur était signé 2 ou 3 mois avant que je ne découvre que j'étais malade. Mais ça a été une période extrêmement propice, je le dis. La vie a parfois fait preuve de mansuétude dans les épreuves qu'elle vous envoie, parce qu'en fait, avoir ce livre à écrire au moment où j'étais malade m'a permis effectivement de faire ce pas de côté, de pas me regarder le nombril en permanence sur ma maladie et d'avoir des choses intéressantes à faire, un projet. Et en même temps, je pense que j'ai écrit ce livre différemment en étant malade, parce que forcément, ça fait résonner beaucoup de choses. Et je crois que la maladie m'a changé, même si c'est tout frais encore. Et cette maladie, vous l'avez annoncée en décembre 2024, vous avez annoncé souffrir d'un cancer du poumon. Aujourd'hui, vous allez comment? Je vais bien, je vous remercie, je suis en pleine forme, je suis en rémission. Voilà, ça a été une épreuve difficile, mais dont j'ai été merveilleusement soigné, et je remercie encore une fois les médecins, les chirurgiens qui sont occupés de moi, et tous les soignants globalement. On a un système de santé qui est quand même merveilleux en France. Vous en rendez compte à ce moment-là, et on s'en rend compte quand vraiment on en a besoin. Et aussi merci à tous ceux qui ont donné depuis des années pour le cancer, parce que la recherche a fait des progrès incroyables, et moi j'ai eu des traitements là qui n'existaient pas il y a 2 ans. Donc c'est dire à quel point ça va vite, à quel point ça progresse, et j'en profite à chaque fois pour appeler au don pour la maladie de Charcot, parce que on peut faire ces progrès-là aussi sur la maladie de Charcot, on peut trouver une solution, c'est juste un problème d'argent, donc il faut continuer comme ça. Et alors comment avez-vous réagi à l'annonce du diagnostic ? Étrangement bien, effectivement, comme on le disait à l'instant, j'ai trouvé une forme de sérénité que je ne m'attendais pas à avoir en moi, donc ça m'a étonné moi-même, je pensais être plutôt déprimé, anxieux, etc. Et en fait j'ai vécu ça comme une épreuve à surmonter, et j'ai eu cette chance-là, de garder le moral en permanence, ce qui m'a sans doute aidé aussi dans le process de guérison. Et vos proches l'ont gardé aussi, le moral? Parfois c'est compliqué aussi pour les proches. Bien sûr, de garder le moral pour soi, c'est aussi, je pense, quand on peut, un service qu'on rend à son entourage, parce que je me suis rendu compte qu'ils avaient été plus anxieux que moi, mais ils ne l'ont pas trop montré, ils ont été formidables, et ça aussi c'est un bonheur, parce qu'il y a tellement de gens qui vivent la maladie tout seuls, et c'est aussi un appel à, quand on sait que dans les gens qu'on connaît, il y a quelqu'un de malade, je crois on n'est jamais assez présent, et ça on s'en rend compte que quand on est soi-même malade. Et ça joue dans le processus de guérison aussi, vous avez raison. Alors le Parisien a révélé aussi, et ensuite évidemment W9 l'a officialisé, vous serez à la rentrée sur W9 avec Y'a que la vérité qui compte, en compagnie de Laurent Fontaine, cette fabuleuse émission qui a été diffusée autrefois sur TF1, qui a été sur C8, C-Star, et désormais qui arrive dans le groupe M6. C'est le truc dont on n'arrive pas à se débarrasser. J'ai l'impression que tout le monde la veut, cette émission. Comment ça s'est joué en coulisses? Ils vous ont tout de suite appelé
appelé, sachant que Cyril Hanouna allait sur W9 et que surtout C8 allait s'arrêter? Ça a été assez compliqué parce qu'en fait, pendant un moment, on a espéré que C8 puisse continuer. Oui. Après, comme on avait un contrat avec le groupe Canal, il a été envisagé qu'on soit transféré sur C-Star pour des nouvelles émissions. On a aussi effectivement fait l'objet de sollicitations d'autres groupes, dont le groupe M6. En fait, personne, et on en était très fiers et très heureux, personne ne voulait laisser tomber apparemment l'émission. Bon, c'est vrai qu'on faisait des très beaux scores sur C8, que le public est là, les téléspectateurs montrent qu'ils ont envie de continuer à voir cette émission. Et donc, on est très heureux de pouvoir prolonger cette aventure. Mais c'est vrai qu'on a un sentiment un peu d'être l'émission qui ressuscite en permanence. Voilà. Mais qui à chaque fois revient avec des scores d'audience assez impressionnants. Alors, le Parisien avait révélé en mars que potentiellement vous vous étiez engagé avec RMC Story. C'était vrai ça? Vous étiez parti à la base sur RMC Story, puis finalement W9 vous a dit non mais venez chez moi. Non, les informations du Parisien, qui est un excellent journal, étaient en partie vraies, mais voilà, ils ont un peu exagéré les choses. Mais on a fait l'objet effectivement d'une sollicitation, enfin d'une envie conjointe du groupe RMC et du groupe M6, et c'est difficile quand vous êtes courtisé par deux très beaux groupes, de très beaux employeurs potentiels, de faire un choix. Et effectivement, notre choix s'est finalement porté sur M6. On a beaucoup hésité. Les dirigeants du groupe M6 ont su être encore plus convaincants, avec notamment la possibilité d'avoir de nouveaux formats à tester sur la chaîne Premium. Voilà, donc on verra ce qu'il en est. On est très heureux de rejoindre le groupe M6, mais le groupe RMC est aussi un très beau groupe et on aurait été très bien chez eux aussi. Voilà. Et alors, est-ce que Cyril Hanouna a-t-il pesé dans cette décision? Donc ça, c'était écrit dans le groupe. On n'est plus produit. On était coproduit par Cyril sur C8. On ne l'est plus du tout sur le groupe M6. Donc on n'a aucun lien structurel avec lui. Et lui faisait son deal de son côté et nous d'une autre. Voilà. Et encore une fois, en toute amitié avec lui. Mais il n'y a pas eu de pression de la part de Cyril. Et là, vous avez repris les tournages pour W9 ou pas encore? Non, on tournera en fin juin et début juillet les émissions de septembre-octobre. Et l'émission va être un petit peu modifiée, vous allez en profiter pour faire des petites modifications. On va avoir un décor un peu plus, on va retrouver l'ampleur du décor de TF1, parce que sur C8 on avait été obligé, pour des problèmes de plateau, de faire un décor un peu contraint, dans lequel on avait, Laurent et moi, rien qu'à nous deux on prend de la place, donc on était un peu comme ça. Là on va avoir un beau décor, mais sinon tous les fondamentaux seront là. On a la chance de conserver Rebecca avec nous dans sa loge, Sam évidemment qui sera là, et on a une ou deux petites idées, mais dont il est un tout petit peu tôt pour parler, pour de petites, voilà, des petits bonus, mais c'est l'émission telle que les téléspectateurs l'aiment qui sera sur W9 à la rentrée. Eh bien, merci beaucoup Pascal Bataille. Je rappelle que vous sortez ce livre, Petit traité du silence, c'est aux éditions Guy Trédaniel, pardon, c'est pas facile à dire. On a reçu beaucoup de questions aussi de la part de nos internautes sur le compte Instagram de TV Magazine. On vous proposera d'y répondre juste après ce tournage et on publiera votre réponse sur les réseaux sociaux. Ce sera donc à découvrir sur le compte Instagram de TV Magazine. Merci d'avoir été notre invité et le Buzz TV revient dès demain avec Isabelle Morini-Bosque. Bonne soirée à toutes et à tous.